Marque, communication et wokisme. C'est le sujet d'aujourd'hui dans ce nouvel hors-série du décodeur de la communication. Alors je vais vous la jouer très sincère. Je pensais que le sujet était un peu trop touchy. Et puis, fort heureusement, mes deux acolytes, à savoir Patrice Lobigna, fondateur d'E4Brands, et Jean-François Granat, directeur du marketing et de la communication, eh bien, ces messieurs m'ont tous deux convaincus d'embrayer sur ce sujet ô combien difficile. Pour étayer cette discussion ô combien nourrie, nous sommes partis d'une étude de scission, et j'en profite d'ailleurs pour remercier Cindy, sa directrice de la communication. Mais revenons à notre hors-série. Nous allons évidemment définir le woke. Est-ce que les marques peuvent se permettre de ne pas être woke? Et vous verrez que c'est aussi un enjeu, au-delà du business, c'est aussi un enjeu de recrutement et de diversité, au sens le plus noble du terme. Bref, ce hors-série est dense, il est complexe, et je peux vous garantir que moi qui avais légèrement peur du sujet, eh bien je me suis absolument régalé. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et j'en profite pour remercier une fois de plus mes acolytes qui ont, vous l'avez compris, leur petit rond de serviette, à savoir Jean-François Granat et Patrice Lobigna. J'espère que vous passerez un très agréable moment en leur compagnie et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur les différentes plateformes comme Apple Podcast. Très bonne écoute. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. On l'appelle l'écarisseur de Choisy-le-Roi. Il est pourtant très émotionnel. J'ai à ma droite Monsieur Patrice Lobigna, fondateur de E4Brands. Patrice, bonjour. Salut Laurent. À ma gauche, j'ai le plus gros dealer de Rosette de Villeurbanne. J'ai nommé Monsieur Jean-François Granat qui se lève tous les jours à 3h du matin pour venir à Paris. Vous l'avez compris, si vous ne connaissez pas Villeurbanne, c'est tout près de Lyon. Jean-François, je te salue avec beaucoup de respect. Bonjour Laurent, bonjour Patrice. Bonjour Jean-François. Alors messieurs, on se dit bonjour, on mange de la Rosette depuis 9h ce matin, amené évidemment par le plus grand dealer de la place de Lyon, de Villeurbanne, mes plus plates excuses, j'en bafouille, mais aujourd'hui on a un sujet qui est extrêmement important. Les marques peuvent-elles être woke? Vous avez bien compris qu'on ne fait pas du tout allusion à la gastronomie asiatique, le wok, W-O-K, mais plutôt W-O-K-E, à savoir être éveillé. Bon, on va arrêter de parler et de faire des phrases. Le woke, vous savez tous ce que c'est. Eh bien moi, pas du tout. Alors Jean-François, je vais te laisser commencer parce que tu as fait énormément de recherches. Qu'est-ce que c'est que le woke ou le wokisme, s'il te plaît? Alors c'est un peu compliqué de donner une définition du wokisme, mais on pourrait dire que c'est un mouvement qui s'intéresse à la lutte contre les injustices sociales. C'est un mouvement qui est parti des États-Unis et qui est arrivé assez récemment en France. On pourrait faire un historique, si tu veux, de l'histoire. On pourrait dire que le premier woke, donc le premier éveillé de l'histoire, c'était Bouddha qui un jour est allé se mettre sous son arbre, s'est posé tranquillement sous l'arbre, a commencé à méditer. Et sa méditation lui a permis d'être en éveil, d'être éveillé par rapport à son environnement. Et en étant éveillé, il était libre de comprendre ce qui se passait dans le monde, et accéder à cet état d'éveil était la chose la plus importante dans le domaine du bouddhisme. Et ce mouvement woke éveillé est réapparu plus récemment dans les années 2000, notamment à travers une chanson d'Erykah Badu qui s'appelle Master Teacher, que tu nous feras peut-être écouter en fond sonore, ou pas, tu verras. Pour information, je rappelle que Erykah Badu, qui est une très bonne chanteuse, vend aussi des magnifiques bougies qui ont la senteur de son vagin. Merci beaucoup. Pardonnez-moi, ça c'est très woke. Je plaisante, mais Erykah Badu, c'est une femme extrêmement engagée, au-delà des bougies qu'elle vend. Et
Eh bien, je ne sais plus ce que j'allais dire, Jean-François. Je te laisse continuer avec ta définition. Et voilà, dans sa chanson, il y avait donc le refrain, c'était walk, 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 donc éveiller, éveiller, éveiller. Et c'est un hashtag qu'elle a repris pour défendre au départ les Pussy Riot en Russie en 2012. Et c'est un hashtag qui a été repris notamment dans tous les incidents qui sont devenus en fait le mouvement Black Lives Matter aux US, donc George Floyd, Michael Brown. Et donc c'est un terme qui a été repris qui au départ est donc plutôt sur la défense des causes raciales. Et quand c'est arrivé en France, c'est un peu quelque chose, on y a un peu ajouter un peu tous les injustices qu'on pouvait avoir dans notre société. Donc aujourd'hui, ça englobe à la fois les injustices raciales, les mouvements MeToo qu'on a pu voir, l'égalité homme-femme, les causes environnementales. Oui, moi je pense aussi que au-delà des symboles que tu évoquais, Laurent, là, le saucisson et également la bougie un petit peu parfumée, on va dire. Je pense que c'est aussi le moment où on s'est mis à ne plus parler uniquement de la moyenne et de la norme, et où on a mis un peu plus l'éclairage sur des gens qui étaient plutôt les minorités, soit comportementales, soit ethniques, dont tu viens de parler, Jean-François. Et finalement, si on s'intéresse à la communication, et c'est quand même notre sujet, ça veut dire que c'est à ce moment-là qu'on a accepté de communiquer sur ces causes-là et qu'on a commencé à en parler vraiment. Enfin, il y a une sorte de libération de la parole aussi qui va avec ça. Et donc, on s'est mis à découvrir, on a prétendu découvrir évidemment, un certain nombre de comportements, de minorités, de gens qui étaient en difficulté, d'injustice. Et c'est comme ça que peut-être ce mouvement a pris de l'ampleur, parce qu'il est devenu visible aussi. C'est aussi ça qui s'est passé, parce que je pense que ces communautés-là, ces minorités, elles étaient là depuis toujours, en fait. Elles ont toujours existé, hein, et on s'est mis plus à les accepter, parce que je pense que dans le côté éveillé de Bouddha, dont tu parlais, Jean-François, il y a l'idée d'accepter le monde comme il est, c'est-à-dire de l'embrasser au sens d'ouvrir les bras et d'accueillir la diversité des comportements, de cultures, d'ethniques, on va dire, d'ethnie, et je pense que c'est aussi un changement d'attitude dans la façon de parler de ça. C'est ça qui me semble vraiment intéressant. Alors, ça nous est venu peut-être plus de mouvements américains qui se sont exprimés avec plus de force et où, d'ailleurs, les marques jouent un rôle important. On va en reparler après. Mais c'est arrivé chez nous parce que chez nous, il y a aussi une forme de liberté de la parole qui est peut-être aussi très culturelle. Oui, pour compléter ce que disait Patrice, c'est un mouvement qui nous vient des États-Unis, mais c'est un mouvement qui est très lié à ce qui se passe dans la société américaine. Et quand ça vient en France, on voit bien que les combats sont pas du tout les mêmes. Aux États-Unis, ils sont très axés sur la cause raciale. Et le mouvement wokisme est un peu en train de mourir aux États-Unis. On l'a vu. Enfin, c'est Scission qui a fait une enquête justement sur ce mouvement-là en France. Et on voit bien que le mot woke en fait est de moins en moins utilisé aux États-Unis, de plus en plus utilisé en France. Mais les combats, les injustices qui sont combattues à travers ce mouvement-là sont complètement différentes entre ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique et ce qui se passe de notre côté. On est bien d'accord. Aujourd'hui, aux États-Unis, le mot woke est plutôt utilisé par les républicains, donc des gens extrêmement conservateurs, alors que de ce côté-ci de l'Atlantique, on est plutôt sur, on va dire peut-être des islamo-gauchistes, mais on va intégrer énormément de choses que tu as citées, l'environnement, les causes... L'égalité homme-femme, etc. Exactement ce que tu as cité, donc ça c'est intéressant. Après, c'est souvent aussi un mouvement qui se définit pour définir le wokisme, on parle plutôt d'anti-wokisme, et donc il y a plein de gens qui parlent d'anti-wokisme, on en voit plein dans la presse, il y a beaucoup d'articles quand on s'intéresse un peu à la presse et ce qui se dit sur les réseaux sociaux et sur Internet, mais on parle plus de l'anti-wokisme que du wokisme en fait. Et en fait, le mouvement se définit plus par l'opposition que par ce qu'il est en réalité. Oui, c'est un peu tolérance contre intolérance. C'est ça qui se passe. Et c'est pour ça que finalement, ceux qui en parlent le plus aujourd'hui chez nous, c'est plutôt ceux qui sont contre. D'ailleurs, on est dans un pays qui, depuis un certain temps, se définit contre et pas pour quelque chose. Donc, et c'est d'ailleurs peut-être une question sur la définition. Est-ce qu'être woke, c'est être pour quelque chose ou est-ce que c'est être contre les inégalités?
C'est une réflexion qui est, est-ce qu'on prend, si on prend l'exemple de la Gay Pride, qui est un mouvement quand même très antérieur à l'apparition de ce mot woke chez nous, finalement, c'était quand même une revendication pour. En fait, c'était une liberté d'expression, mais pour un mouvement, on va dire LGBT maintenant. Là, j'ai l'impression qu'on est plutôt passé dans une société d'être contre. D'être contre les mauvais comportements, le harcèlement, le fait on respecte pas la diversité dans les entreprises, etc. On est contre certaines choses. Est-ce que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ce clivage finalement? Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Est-ce que ce clivage, il est sain? Est-ce qu'il est positif pour notre société? Moi, je pense qu'il est plutôt très actuel. Au final, les choses sont en train évidemment d'évoluer. Qu'on soit pour, qu'on soit contre, on s'aperçoit que le woke, c'était plutôt les blacks aux États-Unis. Aujourd'hui, ce sont plutôt les républicains qui sont blancs. Aujourd'hui, l'anti-wokisme, c'est plutôt la droite en France, la droite peut-être un peu extrême, parce qu'elle se définit contre l'islamo-gauchisme. Bref, je sais pas s'il faut être pour, s'il faut être contre, mais je trouve que c'est très actuel et ça montre bien à quel point le monde va plutôt mal. Jean-François, tu vas dire quelque chose? Ouais, après, je crois qu'on a tous envie d'un monde qui soit plus égalitaire, dans lequel il y ait moins d'injustice. C'est aussi marqué au fronton de toutes nos mairies, liberté, égalité, fraternité. Donc, et derrière, avec un certain nombre de lois aussi qui s'imposent à tous dans notre société. Pour revenir sur le wokisme, en fait, on voit qu'il y a une unité en fait des anti-woke, qui sont des gens qui sont très unis contre le wokisme. Et en face, en fait, il y a une multitude de communautés qui vont chacune défendre leurs intérêts et combattre les injustices dont elles ont envie de s'emparer. Et donc, voilà, c'est un peu, voilà, c'est des combats qui sont, oui, comme tu le disais, Patrice, des gens qui sont contre les injustices d'un côté, mais qui sont plutôt morcelés, et de l'autre côté, une grosse unité de gens qui sont anti-woke, sans forcément savoir ce qu'ils combattent réellement et quel combat ils mènent, en fait. Le terme woke sur Internet, en France, je dis bien en France, marche plutôt bien, si je puis dire. 394 000 mentions en un an, entre février 21 et février 22. Merci à l'étude Scission de nous donner toutes ces informations, quantitatives et qualitatives quelque part. Patrice, tu voulais réagir là-dessus? Oui, je trouve que c'est intéressant de voir la montée en puissance de ce mot dans nos conversations, sans forcément que les gens comprennent bien ou sachent bien se positionner. Et ce que disait Jean-François est assez juste, parce qu'on va revenir à la communication des marques. Finalement, on va se poser cette question. Qu'est-ce que les marques peuvent faire à partir de ça? Et qu'est-ce qu'elles doivent faire du wokisme ou du woke? Et finalement, il y a une multitude de sujets qui sont quelque part réunis dans le woke, et ils sont réunis par ceux qui sont anti-woke, en fait. C'est-à-dire que ceux qui sont anti-woke sont, eux, assez nombreux. C'est les puissances ultra-conservatrices qui sont dans la négation, finalement, de l'évolution de notre société, parce que le wokisme, c'est aussi ça, c'est aussi le fait qu'on évolue et qu'on est maintenant prêt à accueillir, peut-être pas encore Bouddha, mais on est prêt à accueillir, finalement, des gens qui nous paraissent différents de la norme ou de la moyenne. Donc, ouais, je trouve ça intéressant de voir qu'on est le premier pays non anglophone, c'est ce que révélait l'étude, à utiliser ce mot finalement anglais. Alors, ça peut montrer que soit on est très influencé par la culture américaine, mais peut-être qu'on peut se dire que c'est pas terrible pour nous, mais ça peut aussi montrer qu'on est très capable d'évoluer plus vite et d'embrasser des sujets de société plus vite que les autres. Et il y a un certain nombre de marques qui sont assez rapidement emparées de certains sujets. On peut citer Dove, par exemple, qui, depuis 2011, s'est emparé du sujet de la représentation de la femme dans la cosmétique, en faisant des campagnes basées non plus sur le stéréotype de la femme grande, blonde, ultra mince, mais en disant finalement il y a aussi des femmes qui sont plus rondes, des femmes noires, des femmes d'origine arabe, des femmes asiatiques, et finalement ce qui est intéressant c'est la diversité et la variété des femmes et des corps des femmes, et donc toute leur campagne depuis 2011 est basée là-dessus, et c'est un vrai engagement en fait,
Je pense qu'il faut... Alors, c'est un engagement woke, pour le coup, mais c'est un vrai engagement et ils sont là depuis longtemps et ils font progresser la lutte contre une injustice qui était faite aux femmes. La crédibilité, justement, de Dove tient au fait que ça dure depuis 2011, depuis une dizaine d'années. Oui, puis c'est aussi le fait que c'est un véritable engagement, quoi. Ça sert grandement la cause. À l'inverse, il y a des marques qui se sont engouffrées dans cette tendance. Hein. Forcément, quand c'est des tendances et des mouvements forts, et ben les marques suivent ça. Alors, soit il y a celles qui le font correctement, comme on a pu dire Dove, par exemple. Puis il y a des marques qui dérivent un peu. On peut citer l'exemple de Marks & Spencer avec son sandwich LGBT. LGBT, ça voulait dire laitue, guacamole, bacon et tomate. Mais donc c'est bien de faire un sandwich LGBT, mais ça ne sert pas vraiment la cause et ça ne fait pas avancer le schmilblick. Donc c'est un exemple typique de faux engagements, de gens qui surfent sur une vague de tendance, et c'est une action qui est purement marketing. Et le problème aujourd'hui, c'est que ce type d'action, il est forcément dénoncé sur les réseaux sociaux. Il y a forcément quelqu'un qui va s'en rendre compte. Et la marque s'est pris une volée de bois vert sur les réseaux sociaux. Et c'est normal parce que c'est du faux engagement. Et aujourd'hui, on est face à des gens, les jeunes en particulier, qui sont très à fond sur ce mouvement woke, qui sont hyper vigilants et qui regardent vraiment tout ce que font les marques. Donc les marques ont intérêt à super bien communiquer quand elles s'emparent de sujets woke. Oui, ça c'est une certitude. Et puis on est toujours dans l'interrogation, c'est-à-dire qu'on va maintenant avec des générations. Je crois qu'hier on disait qu'il y a 52% des jeunes de moins de 35 ans qui sont concernés, qui se sentent concernés par ces sujets-là et qui examinent un petit peu ce que font les entreprises et les marques qui voudraient les employer avant de les rejoindre. Donc ça devient compliqué. Et on va toujours avoir cette tendance maintenant de fond d'aller chercher des preuves de l'engagement. C'est-à-dire que communiquer, c'est bien, mais faire la preuve qu'on est réellement engagé, c'est encore mieux. Et donc on peut s'interroger, et on va tout le temps s'interroger. Quand on regarde la dernière campagne de Lacoste, on s'interroge. Qu'est-ce que ça veut dire d'un seul coup d'avoir ce mélange de générations, d'avoir mamie avec un jeune, d'avoir papy avec un jeune est-ce que c'est parce qu'on veut dire un message, finalement, toutes les générations peuvent porter du Lacoste et auquel cas, effectivement, et toutes les couleurs de peau aussi, hein, on le voit sur la campagne, c'est plutôt sympa comme message, ou alors est-ce que c'est parce qu'on veut récupérer finalement cette tendance un petit peu de se dire on est tous pareils, tout va bien, on accepte tout le monde, et puis là si c'est qu'une tendance qu'on veut afficher, on va aller chercher derrière si dans l'entreprise on a bien ce respect et si on a bien cet engagement profond pour des animaux. Est-ce que c'est bien normal qu'on retrouve quand même des articles en cuir de crocodile dans les boutiques, hein? Tout de suite, on se pose la question. Et donc, on va pas pouvoir faire à mon sens, on va pas pouvoir faire du faux woke, quoi. C'est ça qui est compliqué, quoi. Je pense que là, on retrouve ce qu'on avait pu dire dans le précédent podcast sur la cohérence des marques. À partir du moment où la marque elle est cohérente, elle sera d'autant plus forte. À partir du moment où on a des dissonances comme l'exemple que tu donnais sur Lacoste, là, sur la protection des espèces animales, là ça sonne faux et ça dessert à la fois la marque et la cause qui est portée, parce que du coup ça jette un peu le discrédit sur la marque mais aussi sur la cause. Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que les marques qui sont très iconiques sont souvent des marques qui sont engagées sur des causes fortes. Donc c'est intéressant pour les marques de s'engager sur ça, même si on en vient parfois à rejeter une partie de ses consommateurs. En somme, Jean-François, je rebondis sur ce que tu dis. Les marques qui tiennent encore la route, qui sont devenues iconiques, elles ont embrassé des sujets qui, à l'époque, étaient, entre guillemets, très woke. Mais finalement, la communication, parce que c'est ce qui nous amène aujourd'hui, la communication, c'est un reflet tout simplement de la société. En somme, la question que je vous pose, messieurs, est-ce que les marques ont le choix d'être woke ou pas ? Pour moi, c'est est-ce qu'elles ont le choix d'évoluer ou pas ? Pour moi, la question, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Elles sont obligées d'évoluer. Encore faut-il qu'elles embrassent peut-être des sujets à bras-le-corps et pour longtemps, confère Dove, et non pas juste faire un coup de pub, entre guillemets, surfer sur des tendances. Mais finalement, est-ce que woke ne va pas devenir une sorte de mainstream dans quelque temps ? C'est une question, on n'a pas la réponse aujourd'hui, mais voilà, j'en reviens à ce que je disais tout bêtement. Je pense que les marques, au final, n'ont pas trop le choix. Elles doivent évoluer et doivent devenir quelque part un peu woke, faire peut-être un petit peu leur évolution copernicienne.
Oui, j'ai envie d'aller dans ton sens. Et il y a pas vraiment le choix. Il y a le choix d'embrasser l'évolution de la société. Donc, une marque devrait non pas surfer sur une tendance, parce que c'est finalement pas une tendance, c'est une évolution. Ça me semble un peu différent. Mais effectivement, respecter cette évolution, donc être capable de communiquer enfin, naturellement, j'ai envie de dire, une communication naturelle sur ses engagements, sur le respect de certaines minorités, de certains combats sociétaux, de réduire les injustices ou de les éliminer, bien entendu. Le problème de la communication, c'est quelquefois d'être un petit peu dans l'excès, d'être dans l'outrance. C'est-à-dire que maintenant, tu fais une campagne, quelle qu'elle soit, de communication, est-ce que tu dois te poser des questions sur est-ce que tu respectes bien les quotas, est-ce que c'est bien propre, est-ce que c'est politiquement correct? Moi, c'est ça que je trouve un petit peu absurde. Aujourd'hui, pour la marque, elle devrait pas avoir de questions à se poser, quoi. Elle devrait s'exprimer naturellement. Et ce naturel, il devrait retranscrire l'évolution de la société. Je sais pas ce que tu en penses, Jean-François, mais Ouais, je moi je pense crois que la contrainte du woke n'a pas lieu d'être, en fait. C'est pas une contrainte. Moi, je crois que je suis tout à fait d'accord. Je rejoins ce que dit Patrice. Je pense que si la marque elle est engagée sincèrement et de façon authentique dans un certain nombre de combats, d'actions, de causes qu'elle a envie de défendre, et ben ça transpirera dans sa communication et ça se fera de façon tout à fait naturelle. Donc, je crois que ce qui est important, c'est d'être authentique dans sa communication et ça sera d'autant plus authentique que c'est vraiment porté par la marque. Et ce que je voulais juste rajouter à ça, c'est que pour être authentique, ça veut dire qu'il faut d'abord agir avant de communiquer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement dire bah, tiens, il y a une tendance woke et ben je vais communiquer dessus ou je vais faire semblant de faire une action et communiquer dessus. Alors, on l'a vu avec l'exemple du sandwich de Marks and Spencer. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment d'abord agir, s'engager, faire des actions et après communiquer et pas faire l'inverse. Ouais, justement, un exemple là-dessus. J'ai regardé récemment une campagne de nos amis BK, hein, le roi du sandwich Burger King, et je me suis dit, il y a un truc qui va pas en fait. Et à un moment donné, la vendeuse qui est là au drive dit à cet acteur magnifique que nous aimons beaucoup, qui nous fait rire, Jonathan Cohen, elle lui dit vegan ou normal. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette façon de dire les choses, en fait? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la normalité, ce serait de manger un steak, et donc la non-normalité, ce serait d'être vegan. Tu vois, ça envoie un message qui est compliqué, quoi, qui est pas woke, hein, pour le coup. Et là, je me dis, bah oui, c'est peut-être comme ça que tu le dis, mais si tu réfléchis bien, tu te dis, finalement, j'aurais pas dû dire ça. Et ça fait 3 ans que la marque essaye de vendre des burgers véganes. C'est pas une nouveauté, en fait, hein. J'ai découvert ça en allant chercher un petit peu. Et là, tu te dis, bah, en fait, ça fait 3 ans que tu essayes de vendre du vegan à des gens qui, de toute façon, viennent chez toi parce que c'est des burgers, du steak grillé à la flamme, comme tu nous le dis. Et on adore, hein, tant mieux. Mais pourquoi tu le fais, en fait? Est-ce que tu as vraiment besoin de le faire? Ou pourquoi tu le communiques, plus exactement? Parce que, à la limite, le faire, c'est très bien. Mais pourquoi est-ce que tu as besoin de communiquer sur ces normalités face à, finalement, vegan? Alors peut-être qu'à un moment, il faut savoir être woke pour vendre. Parce que là, quelque part, s'ils te disent normal versus vegan, alors ce qui est absolument, entre toi et moi, je suis d'accord avec toi, hein, c'est abominable. C'est noir ou blanc. Si on parlait de couleur de peau, normal égale blanc et pas normal égale haute couleur. Ouais, c'est ça, c'est hétéro ou homo, quoi. C'est ça exactement. Et peut-être que les gens qui ont demandé à BK et à son agence Buzzman de faire cette campagne, c'était pour pousser justement le vegan. Au final, c'est pas très très woke, mais je rebondis. Est-ce que le woke, c'est pas aussi une question de survie financière? Savoir que on n'a pas le choix, on évolue, la société évolue. Il faut savoir embrasser les combats, être authentique, mais on est aussi là pour déstocker des services et aussi des produits. Oui, tout à fait. Après, l'objectif d'une marque, c'est quand même de vendre des produits ou des services. Forcément, quand on vend, on s'expose aussi beaucoup et on voit que sur les réseaux sociaux, les gens sont très attentifs à ce qui se passe, ce que font les marques. Et j'allais dire, c'est tout simplement de la bonne gestion de crise, hein, ou de potentiel de crise. Et les marques ont intérêt à s'engager sur des sujets pour éviter des crises potentielles. Alors, s'engager sur des sujets, agir sur les sujets,
Ça, c'est important. Ensuite, pouvoir communiquer, mais éviter un certain nombre de crises qui pourraient arriver, qui arrivent souvent sur les réseaux sociaux. Je rappelle qu'il y a à peu près 80% des crises qui viennent des services com et marketing. Donc, aussi rappeler à nos amis communicants il faut réfléchir quand on fait de la communication. On ne la fait pas n'importe comment. On pense bien à sa communication et on essaye d'éviter des crises potentielles. On voit plein de... Tu l'as rappelé par exemple sur l'exemple de Burger King. Ça aurait pu être évité. On aurait pu éviter cette fausse communication. Après, la communication, c'est souvent la forme de la communication. La forme, c'est souvent le fond qui remonte à la surface. Et tant que l'engagement il n'est pas sincère et authentique, ça se revoit dans la communication et dans la forme qu'elle prend. Est-ce qu'il faut aussi accepter d'aller sur des sujets dont les autres ne parlent pas? Tu vois, ça me renvoie aux humoristes qu'on a évoqués récemment. Pierre Desproges, disparu trop tôt, il y a 30 ans déjà, et Blanche Gardin, dont j'aime bien parler. Et je me remémore cette remise de prix au Molière en 2018, donc en pleine affaire Weinstein, et où elle est la seule femme nominée, et donc où elle dit c'est normal que j'ai gagné. Les hommes, vous êtes sympas, vous êtes drôles, mais vous gagnerez pas cette année, quoi. Donc voilà. Et elle laisse ces mots après pour dire c'est l'affaire de ma vie, quoi. Je gagne le prix là au moment où il a plus de valeur, quoi, forcément. Et elle dit elle ajoute, j'ai l'impression d'être comme un jeune du 9-3, un rebeu du 9-3 qui serait admis à Sciences Po. Tu vois. Et donc là, tu te dis, au-delà de la blague, on en est là quand même dans notre société. On regarde tout par rapport à ça finalement. Et est-ce qu'elle ose dire des choses que les autres n'osent pas dire? Est-ce que c'est pour ça qu'on l'aime? Est-ce que c'est pour ça qu'elle est plus drôle? Et est-ce que les marques sont capables d'aller dire des choses que les autres marques ne disent pas? Tu vois, on a cité aussi Patagonia avec ses combats, par exemple. Est-ce que quand Patagonia se met contre Trump ou contre d'autres idées, est-ce qu'elle risque pas de choquer une partie de sa clientèle ou au contraire, est-ce qu'elle devient un exemple finalement pour les marques dans la communication? Sans transition, après Blanche Gardin, je rebondis sur ce que justement disait cette charmante Blanche Gardin. Elle a l'impression d'être une gamine du 9-3 qui est admise à Sciences Po. Jean-François, tu disais très justement que être woke, c'est s'adapter, quelque part, et que une marque est là pour vendre. Patrice, tu parlais de cette gamine du 9-3 qu'elle aurait pu être, mais j'aimerais bien qu'on fasse peut-être un parallèle avec le recrutement dans une entreprise. Être finalement aligné avec les fameuses valeurs. Nous ne discriminons évidemment pas, mais peut-être que nous n'avons pas beaucoup de gens issus de la diversité. Pourtant, nous en montrons, parce que c'est quelque part un peu normal de le faire, nous sommes en 2022, nous montrons des gens de toutes les couleurs, de toutes les sexualités, mais au final, on n'est pas vraiment aligné parce que tout le monde est blanc, pour faire court, dans l'entreprise. Est-ce que finalement, les entreprises ne vont pas se prendre un petit retour de bâton? Tu parlais de réputation à l'instant, Jean-François, où finalement on essayait de montrer des choses qui sont très dans l'air du temps, mais on ne les applique pas nécessairement en interne. Là, c'est un autre débat, mais super important pour moi. Quand on parle de woke, on pense souvent à la communication externe, mais il ne faut pas oublier non plus la partie, interne. D'abord, il y a de plus en plus de gens qui sont engagés dans les entreprises, qui ont envie de soutenir aussi certaines causes. Donc, il est important parfois aussi de répondre à des demandes de salariés. Et puis, les jeunes sont de plus en plus engagés. Le mouvement wokisme est très porté par les jeunes. Et ces jeunes, ils ont des attentes et ils espèrent que les entreprises vont répondre à ces attentes. Et donc, c'est important aussi de pouvoir s'engager sur des causes pour attirer des talents, les conserver et faire évoluer la société et prendre en compte l'ensemble alors peut-être pas toutes leurs demandes, mais au moins de pouvoir répondre à un certain nombre de leurs demandes sur, par exemple, des problématiques d'insertion, d'égalité homme-femme, d'égalité de salaire, etc., etc. Oui, je trouve que c'est intéressant de se poser cette question dans l'entreprise. Comment est-ce qu'on peut faire comprendre aux managers, aux dirigeants des entreprises qu'ils ont intérêt à avoir des gens qui leur ressemblent pas? Parce que finalement, dans la com, on est quand même dans un métier qui est très peu respectueux de la diversité. Je veux dire que on l'a vu et on le sait, quoi. Disons que, alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est peu respectueux de la diversité, mais il y a quand même un sacré manque de diversité. À très haut niveau, dans la com en agence ou chez l'annonceur, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont blacks, arabes,
asiates. Et je vous avoue que moi, étant métisse, ça me paraît toujours un petit peu étonnant. Et c'est vrai que nous, on devrait faire déjà notre révolution copernicienne et faire peut-être des campagnes un petit peu plus malignes ou un petit peu plus audacieuses. Bon, après, il faut aussi convaincre les clients. Mais Jean-François, tu allais réagir. Oui, c'est aussi un métier qui est très féminin. On peut remarquer, moi j'interviens dans des écoles, je crois que Patrice aussi intervient dans des écoles, et on voit qu'il y a souvent beaucoup de filles sur les bancs des universités et des écoles. Et après, quand on regarde au niveau de direction, il y a une sorte peut-être de plafond de verre pour les femmes à franchir pour arriver à des postes de direction. Alors, je sais que tu en interroges pas mal dans le décodeur de la com, mais globalement, les métiers, c'est plutôt des métiers de directeur de la communication que de directrice de la communication, alors qu'on est un métier qui est plutôt féminin. Donc, on a à la fois ce plafond de verre à franchir et puis attirer aussi peut-être plus d'hommes vers les métiers de la communication. En somme, on est en train de dire que finalement, ce fameux mouvement woke, qui veut dire éveillé, qui est conscient, tu parlais de Bouddha, est là pour justement lutter contre les inégalités et contre les problématiques de notre société. Une société qu'on n'a évidemment pas à laisser pourrir avec tous les ennuis que nous avons. Nous avons une guerre aux portes de l'Europe. Est-ce que ça finalement, c'est woke ? Le fait de vouloir avoir une meilleure société, est-ce que c'est pas un peu Miss France ? Est-ce que finalement Miss France n'est pas très woke ? Je rappelle que Miss France est toujours contre les guerres et contre les inégalités et elle veut que tous les enfants puissent manger à leur faim. Je déconne évidemment, mais ok, est-ce que le woke a un rapport avec notre société, améliorer notre société ? À la base oui, quelque part Jean-François, mais est-ce que c'est la réalité aujourd'hui ? En fait, les entreprises ont intérêt à s'engager sur la lutte contre certaines injustices. L'entreprise n'a pas intérêt à laisser, la société dans son ensemble pourrir de l'intérieur. On le voit beaucoup sur les engagements autour de l'environnement, par exemple, mais c'est aussi vrai pour les engagements sociaux et sociétaux. Et donc, les entreprises ont tout intérêt à ce que la société se porte bien, que la société se développe et que les gens se sentent bien et entre guillemets, envie de consommer et d'acheter des produits. Donc, l'entreprise, elle a intérêt et de développer des marques qui s'engagent fortement. Je voudrais juste rajouter que quand une entreprise s'engage, ça peut aussi la couper d'une partie de ses consommateurs. C'est un choix, s'engager, c'est choisir. Et choisir, c'est renoncer. Et donc, on peut renoncer aussi à une partie de ses consommateurs, avec l'objectif peut-être d'aller en chercher d'autres, mais c'est un choix qui peut être très engageant sur le plan de tes ventes et de l'atteinte des consommateurs que tu cibles. Ouais, moi, je voulais te donner 2 exemples de secteurs d'activité qui, à mon sens, ont pas su communiquer correctement sur cette évolution de la société et donc qui voient aujourd'hui, qui sont en grande difficulté aujourd'hui, notamment pour aller recruter. On parlait de ça tout à l'heure. Le premier exemple, c'est celui de la restauration. Et tu vois bien que ne pas être engagé, la restauration ne sait pas s'engager en fait, n'a pas grand-chose à dire ou n'a pas dit grand-chose d'intéressant sur ces sujets de diversité, alors quand même qu'il y a un vrai enjeu de représentation de la société dans la restauration. On y est quand même souvent, on est un pays où on aime bien aller manger au restaurant. Et ce qu'on voit, c'est que du coup, il y a une désaffection, quoi. Il y a plus personne ne veut y aller. Il manque 300 000 personnes aujourd'hui. L'autre secteur, l'industrie. Tu vois, l'industrie n'a pendant très longtemps pas su dire grand-chose d'autre qu'on va délocaliser et puis aujourd'hui, on va relocaliser, on va faire du Made in France. Mais est-ce qu'on est engagé sur les sujets de la société ? Est-ce qu'on est dans toutes ces évolutions de comportement, de représentativité des minorités dans l'industrie ? On n'en parle jamais. Résultat, ces PME, ces ETI qui sont installés partout en France et qui sont ce tissu industriel qui est quand même beaucoup souffert, a énormément de difficultés à attirer des gens. Et moi, je pense que ça part aussi de là. C'est si tu n'es pas impliqué dans les sujets de tout le monde, de la société en général, eh bien, tu deviens finalement invisible ou tu deviens trop neutre ou trop peu attirant finalement. Et c'est vrai à la fois en interne et en externe. Alors je suis d'accord avec toi évidemment Patrice. Il faudrait qu'on soit dans une société où les entreprises s'engagent plus. Et c'est vrai que ces 2 secteurs, la resto et l'industrie, ils n'ont pas fait énormément d'efforts. La restauration finalement, à part baisser la TVA à 5,5, les prix sont toujours aussi chers. Ils sont en train d'exploser les prix pour des peut-être meilleures raisons aujourd'hui à cause de guerre en Ukraine et de matières premières qui flambent. Et l'industrie, au final, n'a fait que délocaliser et la réponse Made in France à laquelle personne ne croit réellement, tant ça coûte cher. Ok, objectif, on fait tous des efforts. Je trouve que c'est un petit peu bisounours et je rappelle
que justement Disney, qui vend du bisounours, si je puis m'exprimer ainsi, est en train de se faire tailler des croupières sur un article totalement fake vis-à-vis des princesses qui sont réveillées par un prince charmant, ce qui veut dire culture du viol. Est-ce que finalement, toute cette période woke que nous vivons, est-ce qu'elle n'est pas obligée d'être très virulente, un peu révolutionnaire, pour faire en sorte que ça rentre un petit peu mieux dans les têtes des gens, des jeunes et des moins jeunes? Ouais, je pense qu'on est peut-être obligé de passer par là, mais il faut faire attention aussi parce que ça provoque des réactions comme celle qu'on a pu voir là de Onfray qui titre un article pour dire la tyrannie des minorités. Tu vois, le wokisme, c'est ça. Donc la tyrannie des minorités, on est quand même un peu dans une position extrême et une communication extrême. Mais il y a peut-être aussi ce ressenti. Il y a peut-être un moment des gens qui sont un peu dérangés de voir que finalement, dans toutes les communications aujourd'hui, on va te montrer des homos, on va te montrer des noirs, des asiates, etc. Parce que il faut le faire. Et moi, c'est pas le fait de les montrer qui me gêne, c'est le fait qu'on a l'impression, on ressent que c'est contraint, quoi. On l'a fait et c'est une question qu'on devrait se poser aussi. Est-ce que l'évolution de la société, ça vient de ces courant un peu d'expression extrême qui nous oblige à réagir, à bouger, et c'est peut-être ça qu'on souhaite, ou bien est-ce que ça vient des impératifs, des contraintes, du respect de la règle et de la loi? Parce que finalement, est-ce qu'on évolue plus parce que les gens sont capables de libérer la parole, ou est-ce qu'on évolue plus parce qu'on interdit, à l'inverse, de pas être woke, quoi? Après aussi, le mouvement woke, il est très porté par les jeunes. Et les jeunes sont, j'allais dire, peut-être par nature, impatients et ont envie, en fait, d'abord, ils ont la certitude de défendre des injustices et donc de porter des combats qui sont justes, et ils ont envie d'avoir des résultats très, très rapides. Et ils ne sont pas prêts à attendre, un peu comme ont pu le faire leurs parents ou leurs grands-parents. Ils ont envie que la société bouge et qu'elle bouge vite. Donc, et ils ont compris, très bien compris aussi, quels étaient les créneaux de communication et les canaux de communication qu'ils pouvaient utiliser. Et en ça, ils ont bien compris toutes les leçons de com qu'ils ont peut-être pu apprendre dans les écoles. Mais ils sont à fond sur les réseaux sociaux et ils sont à fond dans une sorte de happening permanent qui crée le buzz et qui crée, en fait, qui donne l'impression d'être dans une revendication permanente et dans une violence permanente. Mais alors, c'est peut-être parfois un peu à l'extrême, mais en tout cas, leur objectif qui est de faire bouger la société est complètement atteint avec ça, quoi. Ils ont tout compris des créneaux de communication et des réseaux de communication. Et peut-être aussi qu'ils n'ont pas envie que les marques leur imposent une morale, tu vois, finalement. C'est-à-dire que le sujet woke traité par la marque, il doit pas être moralisateur, il doit pas envoyer un message de voilà la bonne attitude à avoir. Et je crois que ça, c'est un peu un changement dans notre monde de la communication où les marques ont eu tendance justement à nous dire voilà ce que tu devrais faire, voilà quel comportement tu devrais adopter. Je pense que le jeune ou la jeune aujourd'hui ne supporte plus tellement qu'on lui dise comment il doit se comporter. C'est peut-être ça aussi. Et si on regarde les statistiques, il y a 80% ce qu'on appelle la génération Z, donc les jeunes, qui disent remettre en cause l'honnêteté des marques avant d'acheter. Donc ils se posent la question de ce que font réellement les marques. Ça, c'est important pour eux. On l'a vu, c'était 91% qui s'intéressent à l'engagement sociétal des marques. Mais ils sont 80% quand même à douter. Et donc, ça veut dire que quand on communique sur des sujets woke, ou quand une marque s'engage, elle doit le faire de façon sérieuse. Il faut qu'on évite à tout prix le greenwashing ou le wokewashing. C'est vraiment hyper important. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les marques n'ont plus le choix. Elles doivent être woke pour survivre, pour exister et pour vendre. Ouais, elles doivent être woke et avec cette légèreté de ne pas vouloir imposer quelque chose. Ce qui n'est pas facile, hein. C'est un exercice de communication qui est un peu ardu, hein. Ouais, je crois que on parlait tout à l'heure d'authenticité, donc
Encore une fois, je pense que la priorité, c'est d'agir, et puis ensuite, c'est éventuellement de le faire savoir. Mais je pense que plus les marques vont scander leur engagement, moins ça va être crédible. Et donc, c'est aussi une communication qui doit être... si c'est un vrai engagement de la marque et que ça correspond à son ADN, ça va transpirer dans toutes ces communications. Mais c'est pas des grandes banderoles et des grands coups de message pour dire nous on fait ci, nous on fait ça, etc., etc. Ça va forcément sonner faux et on va retrouver dans des cas de situation de crise évidentes. Tu me fais penser à un truc que j'ai lu là, récemment sur les valeurs des marques, les valeurs qu'elles affichent. On en est arrivé à 50% des entreprises affichent des valeurs comme l'innovation et la responsabilité, tu vois, donc qui veulent strictement rien dire. Et donc on revient, tu vois, c'était ta question, est-ce que le woke va devenir mainstream? À un moment donné, si tout le monde se met à redire la même chose, on va perdre l'esprit du woke, quoi. En fait, c'est pas ça le woke. Pour nous, le woke, c'est effectivement dire des choses que les autres ne disent pas. Pour conclure, messieurs, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, je vois que vous êtes en train de dire non de la tête, Jean-François, non. Patrice est en train de nous dire... Non, sinon je te fais un sketch de Blanche Garde. Alors, sachez-le, hier soir, nous sommes allés boire des coups à l'after émotionnel organisé par Patrice, sponsorisé par Scission, que l'on salue, évidemment. Bonjour Cindy. Bonjour Cindy. Bonjour Cindy. Et l'étude de Scission nous a donné énormément d'informations. On n'a pas tout redit. Et bien évidemment, Patrice, qui adore Blanche Gardin, vous l'aurez bien compris, nous a fait un petit sketch. C'était formidable. Je trouve qu'il imite très très mal personnellement Blanche Gardin. Il a une voix beaucoup trop masculine, mais quelque part on n'y peut rien. Mais je tenais à le dire. Et ça n'a franchement absolument aucune espèce d'importance, ce que je suis en train de vous dire. Mais je suis en train de conclure parce que je suis un peu fatigué. Je ne vous le cache pas. Le pinard était très bon hier. Mais je suis en train de me dire une chose. Et là, je redeviens sérieux. Finalement, les marques n'ont pas le choix. Il faut qu'elles deviennent woke. Elles doivent évoluer. Et c'est ainsi qu'elles survivront. Et puis on verra sur le long terme si elles sont réellement woke, si elles innovent réellement. Et là, je te reprends. 50% des entreprises qui disent innover, c'est un petit peu embêtant. Et Jean-François, tu allais dire quelque chose ? Oui, et surtout si elles communiquent bien sur la partie woke. Donc elles doivent s'engager, mais elles doivent aussi bien communiquer. Et c'est pas facile. Alors, bien et long. C'est pas simple pour une marque. Quand t'as un actionnaire qui dit faites vite, c'est peut-être pas idéal. Alors messieurs, on a parlé d'un sujet extrêmement touchy, mais c'est dommage, il n'y avait pas de femmes ce matin. Je pense que vous en êtes d'accord. Les prochaines fois pour les hors-séries du décodeur de la communication, vous êtes évidemment les bienvenus. Vous avez votre ronde serviette. Ce serait bien qu'on ait une dame avec nous ou des dames. Avec plaisir. Absolument. Ah, écoutez, avec plaisir. Et je tiens à rappeler que le décodeur de la communication en interview one-to-one, si je puis dire, c'est quasi 50-50 entre hommes et femmes. Donc ça, j'en suis extrêmement fier. Messieurs, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Rien peut-être ? Non, soyez woke, restez éveillés. Brands have to be woke. Exactement. Ton anglais m'impressionne tous les jours. Et peut-être que la communication devrait être woke elle-même. Enfin, je veux dire, les gens de la communication. Ah, Patrice, merci de me laisser conclure là-dessus, sur un sujet qui me touche énormément. Oui, c'est vrai, on va le dire, et je crois que je vais le redire. Dans la communication, il n'y a que des blancs. Ça suffit. Il faut qu'il y ait aussi des métis comme moi, il faut qu'il y ait des blacks, des asiatiques, des rebeux, et ça suffit. Des hommes, des femmes, on s'en contre-fout. Il faut qu'il y ait un petit peu de couleur. Merci à toi de le rappeler de manière aussi élégante et beaucoup moins bourrine que moi. Chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre. Alors, à ma droite, l'écarisseur de Choisy-le-Roi. À ma gauche, le plus grand dealer de rosette, c'est une rosette. Exactement, j'allais dire saucisson, mais je suis un mec du sud-ouest. Non, on confond pas alors. Exactement, c'est pour ça j'étais à 2 doigts encore une fois de la crise, mon Dieu, mais une matinée de crise. Mais chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre 2 éminents communicants, et ne serait-ce que pour ça, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, laissez un commentaire dithyrambique, essayez de demander où Jean-François se fournit en rosette, essayez de demander à Patrice Lobignat, je le rappelle, qui est le fondateur d'E4Brands, où il va lorsqu'il part en vacances. Des choses qui sont vraiment passionnantes, et surtout, encore une fois 5 étoiles sur Apple Podcast, envoyez-nous de l'amour, et surtout, soyez woke. Messieurs, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode hors série. À bientôt Laurent. À bientôt Laurent, et merci Jean-François. Merci Patrice. Ciao, ciao.